Maintenant, un autre reportage, celui que vous attendiez depuis longtemps, celui qui concerne M. James Bamber, qui a été journaliste à Radio-Canada pendant 30 ans. Il est mort le 26 décembre dernier, à 59 ans. Une collègue de longue date, la réalisatrice Lise Tremblay, n'a pas voulu laisser s'éteindre la flamme qu'elle partageait avec son ami et elle a voulu nous faire revoir et ressentir quel homme profond il était. Journaliste, conteur, poète, marin, homme de cœur, de réflexion et d'action, James Bamber nous livre ici quelques pensées sur sa vision du métier et l'approche de sa mort. Ce document, nous l'avions diffusé en janvier. Il avait fait l'objet du plus abondant courrier reçu à cette émission. Nous vous proposons de le revoir et peut-être de le méditer. Alors moi, la mer, ça a été, pour moi, là, une présence. Puis je suis ici, dans la maison, puis il y a la mer en face, là. Hein? Parce que la mer, c'est vivant, la mer. La mer, regardez, elle n'est jamais de la même couleur d'une heure à l'autre. Elle n'est jamais à la même place d'une heure à l'autre. La marée a changé, la couleur des nuages a changé, le vent a changé. Regarde, là, le vent, il vient du nord, là. Hein, et il dit que ça va faire froid cette nuit, là. Puis, je t'avoue franchement que la mer, je pourrais quasiment pour moi l'écrire avec un accent de gare, puis mettre un petit E après, là. Ne vous croiriez-vous pas sur une autre planète, avec ces roches grosses comme des maisons, des roches qui ont été déposées là par les glaciers? La mer s'est chargée de polir cette côte de granit et le vent de rendre la vie dure à la végétation et à la petite population de 47 personnes qui subsiste par la pêche au homard. Vous êtes à l'Anse-à-Pégué, l'un des plus petits ports de pêche de la côte atlantique. Et ici, le temps des fêtes, c'est encore un peu le temps de la pêche. Et probablement le meilleur temps, parce qu'il y a beaucoup de gourmands qui l'attendent, celui-là, sur leur table. Par belle journée, les cabanes de pêcheurs attendent les bateaux qui ont pris le large, mais jamais très très loin du phare qui leur dira toujours la direction du retour si un grand vent d'hiver se levait sur l'Atlantique. Dans mon métier, moi, j'ai pas de regrets. Si c'était à recommencer, je le ferais probablement avec les mêmes images et probablement avec les mêmes mots. Et probablement que j'irai voir le même monde. Ben, moi, je t'avoue franchement que j'ai toujours été... J'adore rencontrer le monde, les gens. D'abord, avec les gens, tu apprends des choses. Avec un pêcheur, tu apprends la pêche, ce qui est un métier intéressant à apprendre. Avec un physicien, tu apprends la physique. Avec un politicien, tu apprends la politique. Avec un fermier, tu apprends la ferme. J'ai passé quelques jours dans les prairies, là, le printemps passé. Mon Dieu, de ce que j'ai appris, mon ami, dans la ferme. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qui poussaient sur la terre que depuis que je suis passé par là. Hein? Moi, j'ai toujours aimé rencontrer les gens qui connaissent leur métier et qui te parlent de leur métier. Pas des gens là, qui te parlent du métier des autres. Là. Moi, je préfère rencontrer le fermier plutôt que le porte-parole du fermier. Le pêcheur plutôt que le porte-parole du pêcheur. Et c'est ces gens-là que j'ai rencontrés. Ils sont plus difficiles à rencontrer que les porte-paroles. Ils ne sont pas dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique. Là. Ils sont pas, tu sais, il faut les trouver dans leur champ. Il faut les pêcheurs sur les quais, c'est là qu'il faut les trouver. Et j'ai toujours adoré rencontrer ces gens-là parce que, d'abord, j'ai appris d'eux autres, puis parce que je m'entends bien avec eux autres. Je m'entends bien avec eux autres. Je m'entends bien surtout parce que je les écoute quand ils me parlent, parce que quand ils me parlent, je vais tout à apprendre d'eux autres. En face de la cathédrale de Saint-Boniface, dans le coin gauche du cimetière, parmi les arbres, une pierre de granit rose vous dit le lieu où Louis Riel a été enterré après avoir été pendu en 1885 pour avoir défendu les Métis contre Ottawa. Des fleurs disent aussi qu'aujourd'hui, les Métis se rappellent de lui comme d'un héros. Dans ce musée où le Métis Riel occupe tant de place, des peintures nous disent également que la race Métis est née sur les bords de la rivière Rouge exactement 9 mois après l'arrivée du premier blanc. Vous les abaissez maintenant, les Métis, mais c'est votre maudite faute. Vous avez envoyé les hommes de l'Est, vous les avez envoyés par ici, de la France ou d'importe où. Puis vous les avez envoyés sans femme. Alors, la nature veut que tu aies une femme.
Et puis des belles petites Indiennes qu'il y avait ici, des femmes soumises qui étaient toujours à la maison, qui restaient là pour attendre leur homme. Et puis ça a fait que tout d'un coup, il est né un petit métis. Mélangé, ça veut dire le sang français, le sang indien. Mais ça, c'est un métis. C'est ainsi que vous apprenez d'Augustine Abraham, elle-même une métisse, la naissance de sa race et aussi son rejet par les Blancs. Si j'avais rentré dans la maison d'un certain monsieur, là, au bras d'un autre monsieur, ou par la main avec un autre jeune homme, il aurait dit « Oh, mais c'est la dernière fois que tu la rentres ici, toi, celle-là. » Celle-là, cette dame, vous le verrez sur les étagères de son salon, elle a une dévotion particulière pour Louis Riel, qui était son grand-oncle. Nous, on a toujours été très fiers d'être apparentés avec Louis Riel. Quand on était petit, même, on le priait. Riel aurait-il exaucé ses descendants en leur donnant cette fierté qu'il avait d'être métis, mais aussi la douleur de l'être? C'est pour ça qu'on est restés fiers, je pense, parce que... C'est pour ça qu'on est restés fiers, parce qu'on sait qu'on est capable, puis on le fait, puis les injustices se sont faites quand même, puis je comprends très bien les Riel. Écoute, quand tu es une mère de famille, puis ton garçon de 44 ans se fait pendre au bout d'une corde pour avoir fait rien, pour avoir essayé de défendre son peuple, comment tu penses que se ressentait cette mère-là? C'était la grand-mère de ma mère. Ça fait que souvent, on a pleuré avec maman. Le fondement de la démocratie, et ça devrait apparaître à notre télévision et à notre radio pourtant, le fondement de la démocratie, c'est pas ceux qui gouvernent, c'est ceux qui désignent ceux qui gouvernent. Et ceux qui désignent ceux qui gouvernent, ce sont les citoyens. Et jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, là, moi je pense que les citoyens, la démocratie est fondée sur les citoyens. Dans le bon temps, ils venaient au quai pour travailler dans les pêches. Mais le bon temps est fini et maintenant, ils viennent au quai pour tuer le temps en pêchant les perlans. Ils doivent se contenter de la pêche sportive parce que la pêche commerciale, pour eux, c'est fini. J'ai travaillé 14 ans dans toutes sortes de poissons. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand avenir pour ici là-dedans. Mais s'il n'y a rien ici, pourquoi ne pas aller ailleurs? On peut pas. Puis s'en aller, c'est pas tout le monde qui peut s'en aller. Gagner ailleurs. Quand tu es jeune, tu peux t'en aller. Mais quand tu as une famille, tu as des petits-enfants, tout ça, tu ne peux plus t'en aller. Tu es pris. Puis t'en aller où? Il y a encore ça. Puis si tu n'as pas de métier, va-t'en pas. Tu n'auras jamais d'ouvrage n'importe où que tu vas aller. Mais apprendre à faire autre chose dans un monde qui pêche de génération en génération, c'est plus que changer de métier. C'est presque changer de culture. James Bamber, à Shippagan. On l'appelle la côte française parce qu'elle a été peuplée depuis plus de 2 siècles, d'abord par des pêcheurs bretons et normands, et ensuite par des Acadiens, à qui l'histoire avait fermé les portes de l'Acadie. Jusqu'à une époque récente, ils sont restés coupés du monde sur cette presqu'île de Port-au-Port qui ressemble à un appendice de Terre-Neuve. Coincés entre le golfe Saint-Laurent et les montagnes, ils sont près d'1 millier à vivre encore de la pêche qu'ils font dans des barques trop petites sur une mer trop grosse. C'est pas une bonne pêche. Le printemps, c'est beaucoup meilleur que ça. S'ils parlent toujours le français qu'ils tiennent de leur famille, bien peu savent l'écrire ou le lire. Ils n'ont toujours eu que l'école anglaise et l'anglais pour maître. Mais à force d'insister, le village de Grande-Terre a obtenu une minuscule école française. 2 classes, la maternelle et la première année. Et après la première année, eh bien, ces enfants devront aller à l'école anglaise dans le village voisin de Lourdes. Eh bien, imaginez-vous que la Charte canadienne des droits, qui garantit l'école française là où le nombre le justifie, eh bien que la Charte vient de découvrir cette côte française perdue au bout de Terre-Neuve. Et les gens d'ici à Grande-Terre commencent à exiger autre chose que cette petite école française qui finit après la première année. Pour forcer le gouvernement à leur donner une véritable école française, certains parents protestent en gardant leurs enfants
en première année à l'école de Grande-Terre, même s'ils ont déjà fait leur première année l'année passée. La petite Brandine recommence sa première année. Sa mère regrette cette perte de temps, bien sûr. C'est beaucoup, mais elle va avoir son français à la fin. Ainsi, Grande-Terre trouve qu'il est grand temps d'avoir son école française pour remplacer les vieux qui ont transmis la langue et qui s'en vont. Alors parlons de ceux qui ne sont qu'eux-mêmes, qui ne sont que de simples citoyens. D'ailleurs, on n'aime pas beaucoup les appeler citoyens. Vous remarquez ça, on les appelle les hommes de la rue, les gens ordinaires, comme si les autres étaient du monde extraordinaire. Quelle différence il y a entre un homme de la rue et Mulroney? Est-ce qu'il y en a un qui est extraordinaire? Alors, ces gens-là qui ne parlent au nom de personne, souvent, ils ne veulent pas te parler parce qu'ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise et c'est compréhensible qu'ils soient mal à l'aise. Il faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Ah, c'est probablement en te mettant dans leur peau que tu vas les amener à te parler. Où est-ce que vous restez, vous? Peut-être là, je suis à côté. Écoutez un peu, est-ce que vous êtes... Est-ce qu'on peut aller chez vous? Vous pouvez venir chez nous. On va vous y aller tout de suite. OK. OK? On commence à avoir soif. Hein. La philosophie, ça donne la soif. Hein. J'étais un petit peu trop philosophe, moi. Non. Mais ça fait longtemps que vous pensez à ces choses-là. Toute ma vie. Une langue importante pour moi, parce que si je vais aller en Europe, quand même, je vais pouvoir parler français. Le Canada, dans lequel vous vous êtes préparé à vivre, est-ce qu'il n'est pas en train de vous glisser entre les doigts? D'une manière, je pense que oui. Les accents, les faire accorder les... Oui, comme... je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il est, ils sont. Parfait. Je dois vous dire franchement, vous êtes la première qu'on rencontre depuis 2 jours, depuis une journée et demie qu'on est ici, qui a l'air d'être... de voir l'avenir d'une couleur là, qui n'est pas trop noire. Tu me mentais d'avoir te dit que les fermiers avaient de l'argent plein leur poche. Ben, c'était pour Mon vous frère provoquer. m'a provoqué. C'était pour vous provoquer, bien sûr que c'était pour vous provoquer. Maudit menteur. Ben, mais c'était pour vous provoquer. À long terme, là, qu'est-ce qu'il va payer pour tout ça? Alors, Marie, je vous remercie. Ça fait pas plus mal que je suis le dentiste, que vous voyez. Je parle bien que trop, par exemple. Non, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais savoir. Dans mes reportages, beaucoup d'expressions, beaucoup de descriptions, beaucoup de propos que j'utilise m'ont été racontés par les gens que j'ai rencontrés à l'occasion de ce reportage-là. Quand j'étais une fois à, je suis pas gamme Caraquette, je me souviens pas, on parlait du poisson, il manquait plus de poisson. Bon, un bonhomme me dit, hey, c'est avant ça, là, dans mon temps, là. Et du poisson, il dit, il y en avait, mon ami. Il dit, à l'épaisseur de l'eau. Oh, oui, tiens, merci beaucoup. Merci. La caméra était bien loin, merci beaucoup. Épaisseur de l'eau, tu sais. Une autre fois, l'autre type me dit, avant ça, ici, il dit, on avait fait un grand trou, là. Il dit, on avait fait un grand trou, là, pour mettre le poisson dedans, puis on enterrait le poisson, là. C'était le hareng qui enterrait. Ben là, tu peux plus le voir, il dit, le trou est guéri, là. Le trou est guéri. Le temps a guéri le trou. Puis montrons qu'on a du cœur aussi. Montrons qu'on a du cœur. Moi, ça me gêne pas beaucoup d'aller à Port-au-Port, là, puis de dire, écoute un peu, ces gens-là ont été bien maltraités par l'histoire. Et puis là, ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est très important pour eux autres, puis c'est très beau. Tu arrives de ces reportages-là avec des faits, mais aussi avec des émotions. Le petit village de Weymouth en Nouvelle-Écosse et l'Irak à l'autre bout du monde ont quelque chose, ou plutôt quelqu'un, en commun. C'est cette Acadienne, Elizabeth Stuart. Elizabeth a une petite fille ici qui s'appelle Rima, mais elle en a une autre en Irak qui a 5 ans et qui s'appelle Tamara. Son père, un Irakien, l'a gardée avec lui lorsque le couple s'est séparé en 88. Il n'y a personne qui peut m'aider. J'ai écrit à tellement d'endroits. Elisabeth a tout fait pour faire venir sa fille avant la guerre. Elle a demandé l'aide du gouvernement canadien et même l'aide de Saddam Hussein. J'ai même téléphoné au palais de Saddam Hussein pour essayer de faire sortir. Ça, c'était avant le début de la guerre. Et un coup même que le téléphone a été répondu que je vais parler à quelqu'un de là, mais ils n'ont rien fait. Elisabeth sait qu'avant la guerre, sa petite fille
était avec les grands-parents près de Bagdad. Mais de savoir ainsi que sa fille était près de Bagdad, ça n'est pas très rassurant. On pense beaucoup à la guerre quand on pense à la guerre, on pense à des soldats, mais la guerre, c'est des petits enfants. C'est des petits enfants, des jolis petits enfants innocents, comme ça. Je veux dire, pour moi, c'est ça la guerre. Quand on voit tous ces petits enfants-là sur la télévision qui souffrent, ça me fait tellement de peine. Élisabeth Stuart se demande, devant la photo de sa petite-fille, si elle ne fait pas maintenant partie des dommages collatéraux. Et oui, dommages collatéraux, c'est bien comme ça que la guerre appelle les enfants qu'elle blesse, les enfants qu'elle tue. C'est ton devoir de faire des reportages complets, c'est-à-dire des reportages qui apportent des statistiques, bien sûr, mais le monde et les événements ne sont pas faits que de statistiques. On travaille surtout pour l'histoire, on ne travaille pas pour nous autres mêmes. Encore que la tentation est grande de travailler pour soi, tu sais. La tentation est grande de travailler pour soi. Mais que veux-tu? Mais c'est à la longue, quand tu travailles pour ton histoire travaille pour toi, finalement. Le détour est plus long, mais c'est tout aussi... Tu travailles également pour toi, si tu fais un bon travail, si les gens sont contents, si tu as pu quand même intéresser les gens à tes histoires, tu sais, qui ne sont pas nécessairement toujours des grosses histoires, mais qui sont des histoires que les gens aiment entendre, puis aiment entendre raconter de cette façon-là. Car rien qu'à voir cette manière de ramer comme un canard, on est tout de suite certain que voilà un marin qui ne se soucie guère de ressembler à tous les autres. Dans les eaux calmes d'Halifax, son bateau ancré se repose de trop de tempêtes. J'ai allé une vingtaine de tempêtes et 3 cyclones avec ce bateau-là. Et il n'est pas encore démoli. Hein. Ah oui. Et j'ai fait la route avec un cyclone, avec une queue de cyclone, là, de Panama en Floride et de Floride ici. Marcel Bardiot navigue en solitaire depuis 40 ans. Il a fait 4 fois le tour du monde. Il a fait parler de lui comme d'un héros par les uns et comme d'un ermite de la mer par les autres. Il passe rapidement sur ce qui a fait de lui un solitaire. Ah ben, je m'y suis habitué, oui, très bien. Ben, j'ai eu des déboires des fois, aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Alors, je suis bien plus tranquille tout seul. Son voilier de 15 mètres en acier, il l'a fait lui-même, tout seul, de la proue jusqu'à la poupe. Pour défrayer ses dépenses, qui ne sont pas bien grandes, parce que la vie à bord est plutôt austère, eh bien, il écrit des livres qu'il essaye de vendre. Et là, je cherche le... Des livres où il y a quelques naufrages. On appelle ça la navigation de plaisance. Il y a des jours où c'est pas plaisant du tout. Hein. Il y a des jours où j'aurais bien voulu être dans une maison bien stable, bien chauffée, bien tranquille. On comprendra que Marcel Bardiot pense parfois à la chaleur d'une maison parce qu'il a 83 ans. Et à cet âge-là, on risque de prendre froid sur la mer. James Bamber à Halifax. Le soir. Pourquoi est-ce que le docteur voudrait me parler à 9 h le soir? Il pourrait bien attendre à demain. Alors là, je l'ai appelé, puis il m'a dit que, écoute un peu, il dit, tu as un cancer. Hey, je t'ai dit que ma chambre d'hôtel, puis avec les 2 petites ampoules jaunes, là, tu sais, là. Je t'ai dit que je me suis trouvé loin de ma femme en diable. Hein. Puis je savais qu'elle était ici toute seule aussi, là. Puis elle le savait, le médecin lui avait dit. Je dois dire que là, il y a eu un 20 secondes, là, où je t'avoue franchement que j'ai eu peur. Il y a eu 20 secondes où je me suis dit, et si tu voyais comment ça se passe vite dans 20 secondes. En 20 secondes, moi, j'ai eu le temps de me dire ceci. Moi, j'ai eu le temps de prendre un grand respire, puis je me suis dit, ouais, ma sœur est morte d'un cancer du foie. Ouais, ma tante est morte d'un cancer du foie. Ouais, là, le docteur me dit que j'ai un cancer du foie. Je me suis dit, puis là, je me souviens très bien, je me suis dit, c'est à mon tour. C'est à mon tour, c'est ce qui arrive, c'est à mon tour. Et là, je me suis dit, après ça, là, j'ai eu moins peur. Là. Je me suis dit que c'était logique, que ça ne se passait pas dans une autre planète, en un autre temps et au sujet de un autre bonhomme. Le bonhomme dont il était question, c'était moi, et le temps, c'était aujourd'hui, et puis c'est ça. Et là, je me suis dit, écoute un peu, et là, c'est là que j'ai dit au médecin, écoutez, moi,
dites-moi un peu de quoi il s'agit, là, parce que moi, ça ne me surprend pas. Écoute un peu, j'ai 58 ans, je vais avoir 59 ans bientôt, là. C'est regrettable que ça m'arrive aujourd'hui. J'aurais préféré que le cancer attende pas mal un autre 20 ans, mais ça m'arrive aujourd'hui. Ça devait m'arriver de toute manière. Pourquoi me mettrais-je aujourd'hui à avoir peur d'une chose dont je sais depuis que je suis au monde, enfin depuis que je suis l'âge de raison, que ça va arriver? Pourquoi se mettre à avoir peur de ça? Parce que ça nous arrive aujourd'hui. Non. Moi, je dois dire que j'étais chanceux. J'étais chanceux. Ça fait longtemps que je pensais à ça, moi, mourir. J'avais vu ma sœur mourir il y a une bonne douzaine d'années, oui. Ma sœur est morte il y a 12 ans, morte. Puis j'étais là les 15 derniers jours où elle est morte. Et puis, je m'étais dit à ce moment-là que la même chose, exactement la même chose pourrait m'arriver. Et la question était d'autant plus vraie, là, que ma sœur, physiquement, me ressemblait, tu sais. Et je l'ai vu vieillir, mon vieux, d'un an par jour, moi. Et je me dis, c'est ça que je vais faire. Je vais vieillir d'un an par jour, puis un bon matin, je vais faire, puis ça ne sera plus là. Alors, non, je me suis dit, c'est arrivé. Peur de quoi? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, parce que je me demande de quoi j'aurais peur. Ou bien il y a quelque chose après la mort. Et puis s'il y a quelque chose, ça sera probablement quelque chose de bien s'il y a quelque chose. Je regarde ce que j'ai fait, je regarde ce que les autres ont fait, je regarde ça, puis je me dis, moi, que si c'est une des grandes qualités, une vertu, ils disent que c'est une vertu, la charité, c'est-à-dire pas la charité, là, donner du bonbon aux pauvres, là. La charité, c'est-à-dire aimer, l'amour, aimer, c'est ça que ça veut dire, la charité au sens de l'Évangile. Ça veut dire aimer, aimez-vous les uns les autres. Si c'est ça, là, ben, avoir été correct, avoir vécu une vie correcte, si c'est d'avoir aimé les gens, je crois que je les ai aimés. Je crois que je les ai aimés. Surtout les petites gens, par exemple. Alors, je me dis que s'il y a quelque chose pour ceux qui ont aimé les gens, et après la mort, ben, probablement que j'y aurai accès moi aussi, tu sais, peut-être que j'y aurai accès. S'il n'y a rien, ben, c'est plutôt ennuyeux, là. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. On ne peut rien y changer, hein. S'il n'y a rien, ben, qu'est-ce que c'est la mort? Ça consiste à quoi, la mort, s'il n'y a rien? Ça consiste, en fait, à être où on était il y a 200 ans. Je disais Montaigne, parce que, tu sais, Montaigne et Sénèque, là, quand tu meurs, c'est bon d'avoir mis de côté quelques réflexions puis quelques livres pour lire pendant le dernier mois, les dernières semaines là, qui restent là. Montaigne puis Sénèque aussi se font le même raisonnement. Ils se disent qu'il y a 100 ans, on n'existait pas, et pourtant on ne pleure pas de n'avoir pas été il y a 100 ans. Maintenant, pourquoi pleurer du fait qu'on ne sera plus dans 100 ans, qu'on ne sera pas dans 100 ans? Parce que mourir, c'est un peu retourner à ce qu'on était avant d'être. C'est ça, c'est le non-être, c'est de devenir rien, mais on a déjà été rien. Puis moi, je n'ai encore jamais vu personne qui pleure de ne pas avoir vécu au 16e siècle. Hein? Pourquoi se plaindre de ne pas vivre au 21e siècle, au 22e siècle? Pourquoi pas? Pourquoi? Alors, s'il n'y a rien, ce qui me permet, en tout cas, d'accepter ça, c'est ce raisonnement-là que se faisait Montaigne et puis Sénèque et d'autres, et que je fais un peu le mien là, par la force des choses. C'est que je n'étais pas avant, demain je ne serai plus, mais comme je ne pleure pas de n'avoir pas été, pourquoi est-ce que je pleurerais de ne plus être? C'est un peu abstrait comme raisonnement, mais au moment où j'en suis, c'est le raisonnement qui m'aide à me soutenir. S'il n'y a rien d'autre après la vie, s'il y a quelque chose d'autre, encore une fois, ça c'est... On verra bien. Je suis plutôt curieux de voir ce qui... Je suis plutôt curieux. S'il y a quelque chose, ça va être intéressant à voir. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être. Ce qui te reste vraiment à la fin de la vie, ça, croyez-moi, c'est une expérience là, que je vis actuellement. Là. D'abord, apprendre que tu vas mourir, c'est ceci. C'est un peu comme apprendre que dans ta maison, il y a une pièce là où tu ne peux plus aller. C'est fermé. C'est fermé à clé. Ça, tu ne peux pas y aller. Les autres peuvent y aller. Mais
toi, tu ne peux pas y aller, tu n'as pas le droit d'aller là. C'est fini, ça t'est fermé pour toujours. Cette pièce-là, là, c'est l'avenir. Quand tu apprends que tu vas mourir, c'est incroyable le changement qui se produit ça vient tout seul, là. Tu ne penses plus à l'avenir. Alors, tu penses à quoi? Ben, tu penses au passé, tu penses au présent. Et puis, quand tu penses au passé et puis au présent, parce que c'est marié un peu, c'est très près l'un de l'autre, le passé et le présent, sais-tu à quoi tu penses? Tu ne penses pas au topo que tu as fait, là. Tu ne penses pas au reportage de Radio-Canada. Tu ne penses pas à la fois où ce qui t'était passé premier au téléjournal, puis à l'autre fois où ce qui t'était passé deuxième, puis à l'autre fois où ce que tel n'avait pas aimé ton reportage, puis à l'autre fois où ce que 10 personnes t'avaient appelé et te dit c'était bon. Tu ne penses pas à ça, du tout, du tout. À la fin de ta vie, Rosaire, tu penses à tes amis. Tu comptes des amis. Tu comptes pas tes reportages. Et puis, moi, ce qui me permet d'envisager l'état où je suis là avec une certaine force, je dirais. Ben, c'est le fait que je constate en même temps, parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle quand il m'a dit que j'allais mourir, le gars là. Mais également, ça n'a pas pris beaucoup de temps que j'ai appris une bonne nouvelle, c'est que j'avais beaucoup plus d'amis que je pensais, beaucoup plus que je pensais, et que les amis que j'ai m'aiment beaucoup plus que je pensais qu'ils m'aimaient. Si tu voyais les gens qui m'écrivent, là, hein, puis qui me disent qu'ils m'aiment, là, tu sais, des grands garçons qui me disent ça, là, tu sais, là. Si on ne se l'est pas dit souvent, hein, ben on me le dit aujourd'hui, puis on me dit pourquoi, puis on m'écrit des gens à qui on disait à peine bonjour parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps de se parler dans les salles de nouvelles où on était de passage, là. Ben, ces gens-là aujourd'hui t'écrivent, puis te remercient pour ceci, te remercient pour cela. Et si tu voyais les choses pour lesquelles ils te remercient, c'est souvent des choses que tu as oubliées toi-même, puis dont eux se sont souvenus. Alors c'est très important, Rosaire, dans notre comportement avec les gens, d'avoir toujours en tête le fait que le moindre détail, la moindre petite chose qui se passe entre toi et ces gens-là, cette petite chose-là, qui peut apparaître petite à tes yeux, peut être très importante pour eux, parce qu'ils m'écrivent là, puis ils savent que je vais mourir, puis ils me parlent de ça. Ma femme et moi, on va vivre ensemble, mon ami. Ça va être une sorte de voyage de noces à l'envers, là, tu sais, là. Hein? On a pour une couple de mois, là, pour, tu sais, à vivre ensemble, puis à s'aimer, là, tu sais. Ça, c'est toute une... il faut faire ça. Des gens viennent me voir. Les gens de Moncton vont venir me voir. Des gens d'ici, des gens d'ailleurs vont venir me voir. Et je suis certain que les conversations que j'aurai avec ces gens-là, ce ne seront pas des conversations en passant. Parce que quand tu vas mourir, tu n'as plus de conversation en passant. Avec beaucoup, c'est la dernière. Hein. Alors, c'est des conversations dans lesquelles les gens essayent de te donner autant qu'ils peuvent te donner. Parce que tu en as besoin. Puis toi aussi, tu essaies de donner quelque chose avant de partir, tu sais. Alors, c'est ça, il te reste des amis. Puis moi, c'est ce qui me reste. Et puis, je suis content de pouvoir, que la nature m'ait donné 3 semaines, 1 mois, 2 mois peut-être, pour pouvoir profiter du fait que je me suis fait des amis. Et je suis content dans un sens de savoir ce qui va m'arriver. Parce que, comme tu vois, j'ai quand même pas l'air d'un mourant, là. Hein? Je suis encore capable d'apprécier ce qui est agréable, puis de réfléchir à tout ça. Moi, je pense que de partir après avoir fait le bilan de ces choses, le bilan de sa vie, c'est peut-être mieux que de partir sans en avoir fait le bilan. À moins que quelqu'un ait pris l'habitude, ait eu la discipline d'en faire un bilan une fois de temps à autre. Mais actuellement, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait le bilan de sa vie comme on le faisait peut-être autrefois dans nos paroisses. Je sais pas si tu te souviens de ça, toi, mais je sais que chez nous, dans le village d'où je viens, il y avait une fois par année une sorte, on s'appelait ça une retraite. Il y avait la retraite du village. Et puis c'était une manière chrétienne, si tu veux, de faire un bilan de sa vie. Et les gens faisaient une fois par année le bilan de leur vie. Ça se faisait en général l'automne ou ben le printemps, mais avant les semences, tu sais. Alors nous, on a perdu ces habitudes collectives de faire son bilan de vie, là. Mais ça serait peut-être bon qu'on le fasse une fois de temps à autre. Et tu fais, c'est bon, ça t'enrichit toi-même. Ça te permet de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Je te dis que depuis que je sais que je vais mourir, ben, j'écoute plus les nouvelles de la même manière. Le référendum a pris sa place. Je ne veux pas dire qu'il a pris le bord, là.
mais il a pris sa place, qui n'est plus la place qu'il avait avant. Et je vois des choses qui se passent dans le monde auxquelles je m'identifie plus que je m'identifiais avant. Si on dit, Bamberg, tu vas mourir, tragédie, c'est épouvantable. Mais je prends le magazine Time, puis je prends les magazines internationaux, puis tu vois les gens qui crèvent de faim en Afrique. Ben là, ça me touche plus que ça me touchait avant. Parce que je me dis, oui, c'est peut-être pas juste de mourir un peu trop jeune. On meurt tous trop jeunes. Mais c'est sûrement pas juste de voir mourir comme ça, là, par milliers, là, tu sais pas. Pour des causes qui ne devraient plus exister, la faim, imagine pas donc les gens mourir de faim. On peut bien accepter que les gens meurent du cancer, hein? Parce que c'est une maladie, on ne peut pas guérir tous les cancers, etc. Mais mourir de faim, alors que la faim, c'est une maladie qui est à la portée de n'importe qui pourrait guérir cette affaire-là. N'importe qui. Puis il y a des gens qui meurent de faim. Ben moi, je comprends pas ça. Puis je te dis que quand tu meurs du cancer, puis que tu penses à ça, tu dis, mon petit garçon, là, attention, t'es pas le plus malchanceux des malchanceux. Tu t'aperçois de toutes sortes de choses quand tu sais que tu vas mourir. Bon, d'abord, tu t'aperçois que les gens le savent, hein, ça prend pas de temps qu'ils le savent. Tu t'aperçois que les gens ne te regardent plus de la même manière. C'est incroyable. Les gens ne te regardent plus, tes amis, là. Les gens du bureau ne te regardent plus de la même manière. L'autre jour, on avait un party ici, il y avait des amis. Puis il y avait la copine d'un de mes collègues, une copine que je connais, une femme que je connais bien d'ailleurs, que j'ai senti que quelqu'un me regardait. Tu sais. J'étais comme ça, j'ai senti que quelqu'un me regardait, et je l'ai regardé. Puis je lui ai souri, puis elle a baissé la vue. Parce que on dirait qu'elle était gênée de me regarder. C'est comme c'était un peu gênant de regarder quelqu'un qui va mourir. Tu vois? Les gens ne savent pas de quoi te dire. C'est incroyable. Moi, il y a des gens, mais surtout mes chums de Montréal, il y en a qui ne m'ont pas encore appelé. Hein. Puis il y en a à qui j'ai parlé au téléphone parce que ça fait une semaine qu'ils ne me parlaient plus. Tu sais, quand un gars comme ton affectateur, à qui tu parlais tous les jours, puis avec qui tu blaguais, puis tu commençais ta journée sur le bon pied, tu comprends, en souriant en tout cas, ben, le gars, il t'appelle plus. Ben, chose qui ne va pas. Alors je l'ai appelé. Puis tu commences à voir, etc. Ben, toi, je suis content que tu m'appelles, hein. Je ne pouvais plus t'appeler, je ne pouvais pas, je n'étais pas capable. Il y a des gens qui ne peuvent pas te parler parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Encore une fois, il y a des gens qui ne te regardent pas de la même manière. Puis qui n'osent pas te regarder comme on se regardait avant parce qu'ils ont peur d'être blessés, sans doute. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses de ce genre-là qui changent. C'est assez... Ça, on le remarque seulement lorsqu'on est dans la situation en question. Tu sais, c'est pas... Ça, il faut vraiment être à ma place pour voir cette chose-là, tu sais. Mais c'est pas quelque chose dont je pensais que ça pouvait arriver. C'est pas quelque chose à laquelle ça j'avais pensé. Mais non, tu t'en aperçois. D'ailleurs, remarquons notre comportement, nous autres aussi. Des fois, on a hésité. Nous avons parlé avec quelqu'un qui avait de la peine parce qu'on se dit, moi, si je lui parle, il vient de perdre sa femme, qu'est-ce que je vais dire? Ouh là 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 là. Comment est-ce qu'on commence à parler avec ton chum qui vient de perdre sa femme? Tout a l'air banal à ce moment-là. C'est que tu as tellement peur de dire des choses banales que tu ne parles pas. Ça, je suis sûr que ça... Moi, ça m'est arrivé. Puis ça arrive à d'autres maintenant. Et c'est comme ça que je comprends pas. Que je comprends ça, c'est que les gens ont peur d'entrer dans une intimité où ils sont peut-être pas invités. Peut-être peur de déranger des choses. Mais au fond, c'est un sentiment très, très touchant, que ce sentiment-là, de voir que les gens ne veulent pas entrer chez toi sans que tu les amènes chez toi, tu sais. Ils n'osent même pas frapper à la porte. Il faut que tu ailles dehors les chercher. Alors, tout ce qui te reste et qui te nourrit encore, c'est les gens, ta famille. Parce que moi, j'ai quand même une petite famille. Pas énorme, là. J'ai une femme, puis une fille, puis un petit-fils, là. Mais et c'est le temps qu'on va passer ensemble aussi, tu sais, le temps qu'on va passer ensemble. Je te dis qu'on se dit un maudit beau bonsoir quand on va se coucher, là, Jacqueline et moi. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui restent. Hein. Je te dis que c'est pas un bonsoir, bonsoir, là, tu sais. On pense à ce que ça veut dire. Ouais.
finalement, ça nous arrive à tous. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir, tu vois, c'est de se préparer que d'en parler, non? Hein? C'est de se préparer que d'en parler. De tout temps, raconter une histoire, ça a été la manière d'informer le monde. Avant l'invention de l'imprimerie, qu'est-ce qu'on faisait? La culture se transmettait de bouche à oreille, pas du papier à l'œil, de la bouche aux oreilles des gens qui écoutaient. C'était l'enseignement, c'était la tradition orale. Et puis cette tradition orale-là, elle a quand même survécu au moins jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Ça fait pas si longtemps qu'on a l'imprimerie. Hein? Bon. Et ça a toujours réussi. Comment est-ce que vous pensez, vous, que la chrétienté a réussi à se maintenir en vie, d'abord à venir au monde? Mais c'est seulement parce qu'elle avait des conteurs. Regardez l'Ancien Testament, regardez le Nouveau Testament, regardez la Bible. Mais c'est plein de contes, ça c'était des conteurs. Hein? Au commencement était le Verbe. Regardez le premier livre, le livre de la Genèse, c'est un conte extraordinaire. C'est un conte dont les gens se souviennent, parce qu'il est bien dit, parce qu'il est beau. Pas nécessaire de le prendre, de dire qu'il est vrai à la lettre, là. Mais c'est nécessaire de dire que dans un conte comme celui-là, il y a des messages qui passent et qui restent. Et nous, si on passait nos messages dans cette manière de raconter, la manière simple, là, il y aurait beaucoup plus de choses qui resteraient. Beaucoup plus de choses qui resteraient. Et puis on se dit, nous autres, mon Dieu, écoute un peu, vous autres, on ne peut pas être simplistes quand même. On est des journalistes, puis souvent des journalistes à Radio-Canada. Puis on gagne des gros salaires. Puis on parle de choses sérieuses. Ben, c'est vrai qu'on gagne des gros salaires, encore qu'entre toi et moi. C'est vrai qu'on parle de choses sérieuses, encore qu'entre toi et moi. Mais je pense pas que ça soit vrai. Qu'il faille dire qu'il faille pas parler la langue simple des gens qui ont toujours raconté des histoires et qui ont toujours fait passer la culture et l'information par les histoires qu'ils racontaient. Et puis, moi, je vous donne l'exemple d'un grand journaliste, d'un grand écrivain. Un journaliste, là, tu sais, comme il n'y en a pas beaucoup, là, lui, il en a fait de l'international. Hein. Il a fait même des guerres. Hein. C'est un écrivain aussi, parce qu'il a écrit des livres. Et il a gagné le prix Nobel pour un livre, où il avait décidé, lui, d'utiliser la langue simple, la langue du conteur. Pourtant, c'était un grand journaliste, mais il n'a pas hésité à commencer son livre. Et si vous voyez dans la traduction française, il dit « Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. » Il a osé commencer une histoire comme ça. Il était une fois. Mais nous, on se dit non, écoute un peu, moi c'est James Bamber, puis moi je suis Rosaire l'Italien. Les gens vont dire, pas très sérieux, hein. Ben, Hemingway, lui, il a commencé comme ça. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire la même chose? On pourrait faire la même chose. Ouais. Ah, quand vous me parlez d'Hemingway, c'est ça. À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au conteur que j'ai essayé d'être. Et puis que des fois, peut-être, je ne sais pas,